Ah si, c'est ça, en direct. Je sais pas pourquoi tu me fais clair comme ça. Derrière, on entend rien. Excusez-moi, mais si vous voulez pas vous rappeler tout, je me rappelle. Je pense qu'on n'entend rien, mais Ok. Bien, nous nous trouvons maintenant devant l'hôtel de ville de Paris. Le bâtiment actuel n'est cependant pas celui qui était dressé au même endroit pendant la Commune, mais celui construit plus tard entre 1874 et 1882. En effet, l'hôtel de ville qui avait été érigé au XVIe siècle fut brûlé sur l'ordre de Pindy, le gouverneur communard du bâtiment, dans la matinée du 24 mai, quelques heures après que le conseil de la commune l'ait évacué. Il s'agissait, aux yeux des communards, de retarder l'avancée des forces versaillaises vers l'Est. Une décision qui s'avéra très peu efficace. Le style que vous voyez s'inspira beaucoup du bâtiment Renaissance et est très proche quand même du bâtiment de 1871. L'hôtel de ville était le cœur battant de Paris et de ses révolutions depuis le Moyen-Âge. La monarchie et les empires, d'ailleurs, n'avaient eu de cesse de limiter les pouvoirs des représentants de Paris, craignant leur puissance. Encore, à la veille de la Commune, Paris ne disposait pas d'un conseil élu. Son maire avait été nommé et le préfet de police contrôlait étroitement la ville. Lorsque l'insurrection éclate le 18 mars à Montmartre et que le comité central de la guerre nationale décide de l'étendre à toute la capitale, l'objectif ultime, c'est bien la prise de l'hôtel de ville. À compter de 19h, il est progressivement cerné. Des barricades sont construites aux alentours. Les troupes versaillaises qui le gardaient reçurent progressivement l'ordre de partir à partir de 21h. Et le maire Jules Ferry le quitta peu après. Vers minuit, le comité central de la garde nationale quitta la rue Bassois où il se tenait pour s'installer à l'hôtel de ville. C'est dans la nuit que les membres décident que Paris va installer son pouvoir. Place au peuple, place à la commune. Pendant quelques jours, l'hôtel de ville prend l'allure d'une forteresse de la Révolution. C'est de là que le comité central organise l'occupation progressive de tous les bâtiments publics et militaires par la garde nationale. Met en place la défense de la Révolution face aux partis de l'ordre. La place de l'hôtel de ville reste érigée de barricades. Des bataillons de la garde nationale campent en permanence dans le bâtiment et sur la place. Mais c'est là aussi, là où nous sommes, que le comité central, persuadé qu'il faut donner une légitimité démocratique à l'insurrection, va organiser les élections du 26 mars et prend des mesures sociales pour assurer un soutien populaire à la Révolution. Dans la nuit du 26 au 27 mars, la mairie de Paris pousse des annonces qui arrivent de tout Paris. Une large majorité va aux partisans de la commune. Le 28 mars, une foule immense en liesse applaudit la proclamation de la commune. Les barricades ont disparu. Les bataillons défilent au chant de la Marseillaise. Le drapeau rouge flotte sur la façade du bâtiment. Pendant près de 2 mois, l'hôtel de ville est le siège de la commune élue. Les quelques 80 élus se réunissent quotidiennement dans la salle Saint-Jean jusqu'au début de mai, où les réunions s'espacent quelque peu. Les séances sont souvent longues, plusieurs heures généralement. Elles ne sont pas publiques. Une proposition fut faite de se déplacer hors de l'hôtel de ville, aux Tuileries, voire au corps législatif, où on disposerait d'une salle plus grande pouvant accueillir du public. Elle fut refusée car, comme le dit Arnoux, dont nous avons parlé tout à l'heure, nous ne pouvons rompre avec la tradition qui fait de ce monument le siège naturel des élus de la commune de Paris. Une vingtaine de comités secrets eurent aussi lieu, presque tous consacrés aux questions militaires. Lors de ces séances, on discute ardemment, sous la faible autorité d'un président qui change chaque jour, car la commune ne veut pas de chef. Les ordres du jour sont constamment modifiés par des questions urgentes, car la révolution est un processus qui exige des réponses rapides. Un secrétariat, des sténographes s'occupaient de rédiger les procès-verbaux des séances. L'hôtel de ville était aussi le lieu du pouvoir exécutif, car la commune ne voulait pas séparer les deux pouvoirs législatifs et exécutifs. Des commissions, une commission exécutive, un comité de salut public, tous exclusivement composés d'élus, furent chargés de mettre en œuvre les décrets de la commune, mais aussi d'assurer les différents services de ce qui était aussi un petit État démocratique.
l'occupation des ministères dispersèrent cependant le pouvoir communal. Mais c'était bien ici que l'on continuait à diriger les services de la ville. Les citoyennes et les citoyens, les clubs et les assemblées populaires, les chambres syndicales, la presse communale multipliaient les propositions dans le cadre de la riche démocratie implicative de la commune. On installa un secrétariat en charge de recueillir tous ces textes qui étaient transmis soit en commission, soit directement à l'Assemblée communale. Mais il arrivait aussi que des délégations ou des manifestations de quelques points réclamaient à l'hôtel de ville. Ce fut le cas des syndicats des boulangers qui arriva par la rue pour réclamer l'abolition du travail de nuit qui fut votée par la commune quelques jours après. Ce pouvait être aussi une délégation des marins de la commune qui combattaient vers le point du jour, mécontents de leur salaire, ou des dames de la halle venues réclamer la libération de leur curé. Cette immense animation que l'on a vu qu'esquissait, ils appuyaient sur un petit appareil, une cinquantaine de personnes y travaillaient avec la questure. Le questeur était l'élu du 13e arrondissement Léon Meillet et le secrétaire général de la commune Louis Lucipia est peu connu. Il faut dire qu'il est devenu, 30 ans après la commune, président du conseil municipal de Paris. Mais la commune menait à tout. Le grand poète Verlaine, il venait là tous les jours, en charge du service de presse de la commune. Il y avait aussi une cuisine, du ton de qualité, puisque le chef de la cuisine qui était là sous l'Empire était resté sous la commune. Il y avait un gouverneur militaire, pas dit, je l'évoquais. Les gardes nationaux surveillaient les entrées de l'hôtel de ville, où l'on rentrait tout de même assez facilement. Ils occupaient la cour, et le bruit qu'ils faisaient gênait parfois les élus pendant les séances. S'il y eut sans doute parfois un excès de bavardage dans les séances de la commune, s'il y eut des conflits politiques vifs, si le gouvernement de la commune manqua parfois d'organisation, c'est bien là, à l'hôtel de ville, que furent pris ces grands décrets de la commune, qu'on ne saurait tous citer. Séparation de l'Église et de l'État, et sa conséquence, l'école laïque gratuite obligatoire. Réquisition des ateliers abandonnés pour les donner en gestion aux associations ouvrières. Décret qui invente le droit au travail. Réquisition des logements vides au profit des sans-logis. Décret qui invente le droit au logement. Dégagement gratuit des objets de non-piété qui permettaient aux ouvriers de travailler. Reconnaissance des droits des enfants naturels et des femmes non mariées pour les pensions. Et bien d'autres encore. On ne saurait tout citer, tant fut riche l'œuvre de la commune en si peu de jours. Cette œuvre qui résonne encore de nos jours, 150 ans après, appuyée sur sa visée profonde d'une république démocratique et sociale. La commune a fait en quelques semaines beaucoup plus que ce que la République mettra bien de temps à décider après. Elle a montré la possibilité d'une démocratie citoyenne où le peuple n'abdique jamais sa souveraineté aux mains des élus. Elle a voulu mettre concrètement en œuvre le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors, plus que jamais, répondons aux cris d'orfraie des descendants des Versaillais qui se font menaçants pour nos libertés et veulent remettre en cause nos conquêtes sociales. Par ce cri qui mobilise mystérieusement, mais on voit pourquoi, par ce cri qui ouvre à l'espoir. Vive la commune! Vive la commune! Avant de terminer cette manifestation, je voudrais juste dire un mot. Nous sommes très nombreux aujourd'hui devant l'hôtel de ville. Nous sommes très nombreux aujourd'hui devant l'hôtel de ville. C'est une excellente manière d'ouvrir les commémorations du 150e anniversaire de la commune de Paris. Mais comme vous le savez, depuis 1880, les héritiers de la commune ont pris l'habitude de venir se recueillir devant le mur des fédérés pour célébrer la mémoire de la commune. Vous savez qu'ils l'ont fait souvent dispersés, rarement séparés.
Mais moi, je vous ferai une proposition au nom de l'association des amis de la Commune de Paris. C'est que cette année, à l'occasion justement de cette commémoration finale, que le 29 mai cette année, nous nous retrouvions non pas dispersés, mais rassemblés devant le mur des fédérés pour crier effectivement aux Versaillais qui sont en train de redresser la tête, que nous n'abandonnerons pas la mémoire de la commune, que la mémoire reste à la fois le souvenir d'actes, mais aussi le souvenir d'une grande espérance. Or, dans la société que nous vivons, nous avons besoin d'actes et nous avons besoin d'espérance. Eh bien, je vous propose que le 29 mai, nous nous retrouvions rassemblés, toutes les héritières et tous les héritiers de la commune, devant le mur des fédérés. Vive la commune! La commune! Ça serait la moindre des choses. Debout les dames de la terre, debout les forçats de la faim, la raison donnant son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, tous l'esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. L'État prime la loi triche, la conseigne le malheureux. Nul d'œuvre ne s'impose riche, le motif faudrait un autre. C'est assez languir en tutelle, l'égalité de notre loi. Pas de droit sans devoir nickel, et de pas de devoir sans droit. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Idées dans leur apothéose, les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que rivaliser le travail? Dans les coffres forts de la banque, la qui a créé s'est fondue. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Ouvriers et paysans nous sommes, les grands partis des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oiseau ira loger ailleurs.
se repaissent, mais si les corps relèvent tout, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Oh, c'est la première fois que je la vois s'arrêter avant la fin. Bon, je suis dans les thèmes.